Et également, je peux vous dire que le momentum, c'est-à-dire la dynamique, est engagée vers la paix. Le monde ne veut plus de cette histoire-là de guerre, de tout ce qu'on a connu et tout ça. Le fonds de commerce du Rwanda, qui a toujours été la victimisation suite au génocide qu'ils ont connu et tout, et ils s'en sont servis, pour piller le Congo, pour massacrer et imposer notre génocide au peuple congolais. Et cela n'a que trop duré. Et avec la politique, la stratégie qui a été initiée, engagée par le président Tshisekedi, le Rwanda a été mis à nu. Et c'est ce qui fait qu'on est monté en puissance sur l'échiquier international jusqu'à faire en sorte que le président de la première puissance du monde, les États-Unis d'Amérique, puisse s'intéresser au conflit congolais. Mais ça ne va pas avoir l'illustration de l'accord. C'est constitué même comme médiateur. Il l'a fait et nous avons cru. Les Congolais ont cru. Mais le Rwanda, dans sa témérité, n'y a pas cru. Pourquoi? Parce que lui, c'est une question de vie ou de disparition. Okay. Le Rwanda sait que si la paix revient et qu'il n'accède pas au pillage qu'il a toujours... son mode opératoire. Donc le Rwanda disparaît. Parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Donc le Rwanda vit grâce à nous. Donc cet accord aux États-Unis, oui, c'est un échec pour Paul Ce n'est pas du tout un échec. Nonobstant l'ouverture, parce que le concept selon lequel le Rwanda devrait développer ou mettre en place un nouveau modèle économique en se considérant comme une économie de services. Bon, c'est ainsi que on a vu le Rwanda où d'autres puissances, notamment le Qatar, essayer d'amener le Rwanda vers cette voie-là, en lui offrant des avions, pour dire vous pouvez commencer à transporter des avions. Les Rwandais ne sont pas nombreux. Et le Congo a ouvert son espace aérien, son territoire, pour que le service, s'il est bon, ils peuvent commencer aussi à transporter le Congolais, ainsi de suite. Et ils ont installé même une raffinerie d'or, tout en sachant que le Rwanda n'a pas cet or-là. C'est assez l'accord tel qu'il a été signé là. Bon, il n'a pas pris ça parce que lui qui est habitué à piller, à tuer et tout ça, il n'a pas pris ça comme une donne qui pouvait lui permettre de redevenir fréquentable. Lui s'est dit, bon, je signe d'abord parce que je suis contraint, mais je rentre, je me comporte en bandit. Vous dites. Je me comporte en bandit, je prends les armes, je braque et puis je m'impose, je prends des pans du territoire congolais et on vient négocier. Et à ce moment-là, il impose au Congo de négocier en position de force, de faiblesse. Et c'est cela qui le nourrit. Moi, ça m'a fait mal quand vous traitez un président d'un pays frère des bandits. Avez-vous des preuves que Kagame est un bandit? Parce que lui s'est dit, les Congolais sont naïfs, et les Congolais sont comme ça. Justement, les bandits ont toujours pensé que leurs victimes sont naïves. En quoi Kagame est bandit? En quoi? En quoi il est bandit? Parce il est bandit. Il est plus au sérieux. Même dans le Conseil des Nations, quand il parle. Quelqu'un qui signe à côté du président Donald Trump et de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il signe. Et moins d'une semaine après, il lance, ou bien tout en signant là, parce que vous avez vu une photo où ils étaient à trois, le président Tshisekedi avec un doigt pointé sur lui. Je peux avoir cette photo, M. Massounda, dans le bureau, là. Oui. Où M. Tshisekedi lui pointait le doigt. Lui pointait le doigt. Alors, vous avez une interprétation de cette photo? Oui, l'interprétation, c'est que le président était en train de l'accuser, de prendre Donald Trump à témoin pour dire, pendant que nous sommes ici pour signer des accords... C'est cette photo, donc? Voilà. Okay. Pendant que nous sommes ici pour signer des accords, M. Kagame, que vous voyez ici, est en train de tuer déjà.
Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre comme d'habitude un peu partout dans le monde, en direct, ici sur Dixième Télévision TNT et plusieurs plateformes également. Vous nous suivez sur Delcast TV, sur Au Centre TV, sur Facebook Au Centre TV, sur TikTok Au Centre TV et Delphin Kasongo. Et aussi, vous allez suivre les temps forts de cette émission sur Twitter, Delphin Kasongo. Comme d'habitude, vous étiez très nombreux, vous m'avez obligé et exigé de recevoir pour vous, face à l'actualité, le coordonnateur national de la société civile de la République démocratique du Congo, M. Christopher Ngoy Mutamba. Il est ici avec nous. M. Christopher Ngoy, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir, cher ami Delphin. Monsieur Christopher Ngoy, je précise que vous êtes le coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Est-ce que votre mandat est contesté? Parce que quelqu'un m'a dit, vous êtes un coordonnateur éternel. Non, non. Bon, écoutez, nous ne sommes pas dans un système avec renouvellement de mandat limité, mais qu'il retienne bien que j'ai été réélu encore il y a de cela 6 mois, 6 à 7 mois. Donc notre structure suit à la lettre les textes, nous avons les textes, et j'ai été encore réélu il y a 7 mois. Alors, M. Christopher Ngoy, une question de curiosité. On identifie la société civile en République démocratique du Congo par rapport aux époques. Il semble que l'actuel vice-président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, fille également de la société civile. Est-ce qu'il est de votre génération? Non, il n'est pas de notre génération. Écoutez, la société civile évolue dans la continuité. Hein? Je voudrais vous dire que l'histoire remonte à la conférence nationale souveraine avec le docteur Numbi. Docteur Numbi. Numbi. Numbi Mukanku. Okay. Oui. Malheureusement, qui fut empoisonné, il était mort. Et c'est depuis lors que la société civile s'est structurée. S'est structurée et a mené son premier combat activement en se constituant même allié des acteurs politiques. Il y avait du SOR à l'époque, il y aura du SORAL. Du SORAL, là, c'était l'union sacrée de l'opposition et alliés. Alliés, là, c'était la société civile. Oui. L'union sacrée n'a pas commencé aujourd'hui. Non, non. L'union sacrée a commencé, l'union sacrée de l'opposition. Oui. C'était l'idée de qui? Bon, c'était l'idée d'un groupe de personnes. Là, je cite Feu Etienne Tshisekedi Lumumba. Les papas de l'actuel président. Okay. Je cite Frédéric Bassamaliba. Je cite Papa Iléo Songwamba. Peu après, avec tant d'autres, hein, mais après il fut rejoint par le président Kengo Adondo. Ah, ok. Oui, avec son groupe qui était constitué de Tambo Mamba, le professeur Katanga Mutumba, avec tant d'autres, bon, qui étaient des transfuges du impère, quoi, qui avait rejoint l'opposition à l'époque. Et déjà à cette époque-là, la société civile s'était structurée et émergeait déjà dans la configuration sociopolitique. C'est en quelle année? Nous sommes autour de 89. 89. Oui, nous sommes autour de 89. 90. Oui. Donc, la société civile va jouer un rôle très important. Et ce qui fait que même lorsque, à un certain moment, moi j'ai participé à la conférence en souveraine en tant que membre de la société civile, sous composante FEC, et c'est pendant la conférence en souveraine que j'ai fui recruté, vu mon activisme. Okay. Oui, par Feu
président Tshisekedi, président Kibasa Maliba, et j'ai intégré l'UDPS. Normalement, j'étais éligible déjà au comité national qui était le parlement de l'UDPS, mais vu mon âge, on m'a dit non, vous n'avez rien à faire au niveau du comité national, il y a des vieux, il y a que des vieux, donc on vous conseille d'aller travailler à la base. C'est ainsi que j'étais descendu à la base, à la sous-cellule Mbila, où j'ai œuvré, qui va me présenter à la cellule Funa. Et puis la cellule Funa va me présenter comme candidat à l'élection fédérale et sectionnaire de Barumbu, que je vais gagner. Et je vais procéder à l'implantation de l'UDPS dans les communes de Barumbu, Kinshasa, Gombe, Lingwala. Mais j'étais actif quand même sur toute la ville de Kinshasa. Et en même temps, j'étais membre d'honneur du secteur 4 qui comptait ces 4 communes. C'est beaucoup plus les membres d'honneur du secteur 4, voyant ce que j'avais fait à Barumbu, qui vont insister que je puisse les aider leur section à implanter le parti. C'est ainsi que j'ai fait cette implantation et pour moi, ça m'a donné la force de concourir à l'élection fédérale lors du conclave des Bondeko, les fondateurs du DPS vont décider de démembrer la fédération de Kinshasa, qui était unique en 4 fédérations selon les 4 districts. Et la fédération unique était présidée par Marc Capent, qui était secondé par le doyen Justin Mavinga, et que je vais affronter à l'élection fédérale pour la Lukunga. Et puis je vais l'emporter. Et j'ai dirigé la fédération de l'UDPS Lukunga. Et c'est là où j'ai eu mes lettres de noblesse, parce que toutes les grandes actions dans la ville, c'est moi qui les ai organisées, les grandes marches, les journées villes mortes. En dessous là, c'était les leaders comptaient sur ma personne et j'ai dû les organiser avec beaucoup de sérieux et c'était des grands succès. Et c'est pourquoi même en 2015, lorsque on a pu stopper net la tentative de glissement de M. Kabila, à l'ANER, on me dira, je me suis demandé pourquoi on m'avait arrêté, on dit non, on a senti votre touche. Hein, ça c'est, on ne voyait plus ça, on a senti votre touche et puis il me promettait la mort. C'est pour dire que j'ai dû revenir à la société civile lorsqu'il y a eu séparation à l'UDPS. À un certain moment, il y avait une confusion. Et moi, j'étais entre les deux leaders. J'étais partisan de la réunification de l'UDPS. Mais il y a une partie de l'UDPS qui ne m'avait pas compris ma lutte. Pourquoi? Parce que j'étais persuadé, et je le disais à tout le monde, que séparés, on était vulnérable. Parce que à l'époque, la Kabylie cherchait à utiliser une tendance de l'UDPS contre une autre. Et moi, je ne parlais de l'UDPS Kibasa, l'UDPS Tshisekedi. Vous étiez pour l'UDPS tout court. J'étais d'abord avec l'UDPS Kibasa, mais tout en gardant mes liens avec le Sphinx. Oui, et c'est même à travers moi qu'il comptait à l'unification de l'UDPS. Et lorsque j'ai vu que ça devenait difficile, donc j'ai dû rentrer dans la société civile, alors, dans mon milieu naturel. Alors, avant de parler de l'actualité, on vous a appelé pour ce qui se passe au pays, et la situation sécuritaire, les accords à Washington, la prise d'Ouvira et autres comme président de la société civile. Les Congolais qui sont là-bas, ils nous ont appelés pour vous poser quand même des questions. Ils pensent que vous les avez oubliés. Mais ce n'est pas ça le problème, parce que parler de la société civile, une question de curiosité. Aujourd'hui, vous avez une génération montante de la société civile. Vous avez de Dieudonné Mouchakaloucha, vous avez de Kapiamba, vous avez de Jean-Claude Katende,
vous avez de Joseph Tchombela, ils sont très nombreux. Pensez-vous que la société civile d'aujourd'hui, c'est une société civile qui parle au nom de la population ou c'est une société civile divisée au profit des politiciens? Bon, je ne peux pas parler de la division de la société civile. Non, au profit quand même des plus offrants, les politiciens. Non, ils vous manipulent, hein, vous, la société civile aujourd'hui. Non, en soi, c'est le peuple organisé. Le peuple organisé, horizontalement, la société civile prend en charge l'être humain. C'est ça sa mission. Elle prend en charge l'être humain depuis sa conception. Sa naissance, son encadrement ou sa prise en charge par la famille et la famille elle-même qui est prise en charge par l'État et son éducation par la société à travers les institutions établies pour c'est et sa responsabilisation c'est la société, c'est-à-dire il devient actif, il travaille pour la société et jusqu'à sa retraite, voire même après la retraite, à l'au-delà. Toutes ces structures-là qui accompagnent l'homme. Lorsque je parle de l'au-delà, je vois les églises qui nous préparent à une vie, une deuxième vie après celle sur terre. Alors, toutes ces structures-là, que ce soit ceux qui planifient les naissances, les docteurs qui soignent, les médecins qui soignent les enfants, les femmes, les sages-femmes qui accueillent les enfants et tout ça, tous font partie de la société civile. Et verticalement, la société civile, c'est l'État à un plus haut niveau d'organisation, c'est-à-dire avec des lois, la loi fondamentale qui est la Constitution, et toutes les autres lois qui organisent la société. L'État, c'est une émanation de la société civile. Il faudrait que beaucoup comprennent. Et maintenant, l'État fonctionne avec des institutions. Ces institutions sont animées par qui? Par nos souverains primaires. Par mandat que le souverain primaire donne à ses représentants qui entrent dans les institutions et qui animent l'État, les institutions de l'État. Donc, si on se situe dans cette dimension-là, là on peut dire qu'on comprend mieux la société civile. Et maintenant, les acteurs de la société civile sont complémentaires. Ils peuvent être concurrents dans l'exercice de leur activité. Ils peuvent être même antagonistes dans les idées qu'ils donnent, avec en primauté le paradigme dialogique de changement, c'est-à-dire le changement s'opère par le dialogue, par le choc d'idées. Et ce paradigme dialogique de changement implique le partenariat. Nous sommes tous partenaires. Nous sommes tous partenaires. Et implique la co-responsabilité. Ce qui arrive à la nation, à la société, nous en sommes aussi tous responsables. Et le troisième aspect, c'est la participation. Donc, il n'y a pas de spectateurs, tous on participe. Et là, c'est pour l'intérêt supérieur du souverain primaire et de la nation. Voilà comment c'est la société civile. C'est-à-dire les acteurs sont disséminés dans plusieurs secteurs de la société, dans plusieurs segments de la société. Et ceux qui évoluent sur un même segment peuvent avoir des idées divergentes. Mais c'est au niveau de la résultante, c'est-à-dire les idées qui sont acceptées par la société, par la population, que la différence s'établit à ce niveau-là. Également, la légitimité au niveau de la société civile, c'est fait par l'impact qu'on a sur le souverain primaire, la possibilité, vous voyez là, vous me dites non, on veut m'entendre, on veut m'écouter. C'est l'impact que j'ai sur ceux qui me suivent là, ceux qui écoutent ce que je dis. Et le fait que j'apporte une expertise, et ce que je dis, vous pouvez dire le contraire aujourd'hui, mais après, vous allez constater que ça va se réaliser, c'est le fruit d'une très longue recherche, c'est le fruit d'une grande maîtrise, et voilà. Merci, M. Christopher Ngoy. Je précise que vous êtes coordonnateur national de la société civile et de la République démocratique
du Congo. Mais il n'est pas à confondre avec des petites associations. Lorsque je définis la société civile dans cette dimension-là, c'est la dimension ontologique. Parce qu'il y a des gens qui dans sa grande dimension. Dans sa grande dimension. Il y a des gens qui pensent quand ils créent une association ou bien ils font une plateforme avec 3, 4, 5 associations, ils deviennent la société civile. Non. Il y a une âme, une intelligence collective qu'il faut maîtriser. Ok. Alors, l'actualité reste dominée également par la situation sécuritaire et les accords de Washington économiques et accords de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Mais avant de parler des accords, parlons d'abord de la paix qui nous préoccupe, nous les Congolais également, les gens qui m'ont vraiment agressé verbalement pour que je puisse vous inviter comme coordonnateur de la société civile, les gens de l'Est, les gens de Louvira, de Bukavu, Goma et autres. Monsieur Christopher Ngoy, vous nous avez dit que Tshisekedi est un fin politique, un fin politicien. Après les accords, on verra la paix qui va commencer à s'installer. Juste après l'accord, Ouvira tombe. Donc, vous étiez un prophète, mal compris, prophète des malheurs, ou la carte politique vous avez échappé. Bon, moi je pense que dernièrement je me suis produit sur les médias. De un, c'était un message subliminal que j'ai lancé. Ça c'était pour interpeller les États-Unis. On m'a dit mais le style était trop cassant, acerbe. C'était pour interpeller les États-Unis qui nous suivent et qui prennent vraiment en considération ce que nous disons. Il y a le Conseil des Nations Unies présentement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai suivi Mike Waltz, l'ambassadeur des États-Unis au Conseil de sécurité. Il a dit des choses, il a été très tranchant. Très tranchant. Et également, je peux vous dire que le momentum, c'est-à-dire la dynamique, est engagée vers la paix. Le monde ne veut plus de cette histoire-là de guerre, de tout ce qu'on a connu et tout ça. Le fonds de commerce du Rwanda, qui a toujours été la victimisation suite au génocide qu'ils ont connu et tout, et ils s'en sont servis, pour piller le Congo, pour massacrer et imposer notre génocide au peuple congolais. Et cela n'a que trop duré. Et avec la politique, la stratégie qui a été initiée, engagée par le président Tshisekedi, le Rwanda a été mis à nu. Et c'est ce qui fait qu'on est monté en puissance sur l'échiquier international jusqu'à faire en sorte que le président de la première puissance du monde, les États-Unis d'Amérique, puisse s'intéresser au conflit congolais. Mais c'est Massoumba ne pas avoir l'illustration de l'accord. C'est constitué même comme médiateur. Il l'a fait et nous avons cru. Les Congolais ont cru. Mais le Rwanda, dans sa témérité, n'y a pas cru. Pourquoi? Parce que lui, c'est une question de vie ou de disparition. Le Rwanda sait que si la paix revient et qu'il n'accède pas au pillage qu'il a toujours... son mode opératoire. Son mode opératoire. Donc le Rwanda disparaît. Parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Donc le Rwanda vit grâce à nous. Donc cet accord aux États-Unis, c'est un échec pour Paul Kagame. Ce n'est pas du tout un échec. Nonobstant l'ouverture, parce que le concept selon lequel le Rwanda devrait développer ou mettre en place un nouveau modèle économique en se considérant comme une économie de services. Bon, c'est ainsi que on a vu le Rwanda où d'autres puissances, notamment le Qatar, essayer d'amener le Rwanda vers cette voie-là, en lui offrant des avions, pour dire vous pouvez commencer à transporter des avions. Les Rwandais ne sont pas nombreux. Et le Congo a ouvert son espace aérien, son territoire, pour que le service, s'il est bon, ils peuvent commencer aussi à transporter le Congolais, ainsi de suite. Et ils ont installé même une raffinerie d'or, tout en sachant que le Rwanda n'a pas cet or-là. C'est dans cette optique-là que le président Félix, dès qu'il est arrivé au pouvoir, et il s'est servi de ce concept pour tendre la main au Rwanda. Il est allé les voir pour dire, écoutez, nous pouvons composer et on peut arriver à développer un espace économique ensemble. Est-ce que cette politique, c'était pas un peu humiliant par rapport
au grand Kagame qui s'est dit un leader en Afrique, vous l'enlevez son économie basée sur la violence pour qu'il s'adapte à l'économie de transition, à l'économie de transportation. Est-ce que pensez-vous que Kagame pouvait accepter cette forme d'économie? Parce que vous dites que le Kagame n'a pas de matières premières, mais Kagame peut transporter, Kagame peut raffiner, Kagame peut avoir un peu de disons la commission. Est-ce que c'était pas mal pensé? Non, c'était, je vous ai dit que c'était un concept de bon sens et de noblesse. Ne confondons pas le Rwanda à la personne de Kagame. Depuis toujours, on a vécu avec le Rwandais, on n'avait pas de problème. La CPG a existé. CPG? Oui, il y a eu la CPG à l'époque qui a existé. Donc, c'était un espace d'échange, de libre-échange d'ailleurs, et de concorde. Et Kagame, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, bon, c'était un Tutsi, c'était un monsieur belliqueux qui n'a pas hésité un seul instant à tuer, je crois, deux chefs d'État. Il a tiré sur leur avion, ils sont morts. Et il a entrepris de massacrer ses propres populations. Et finalement, pour s'en servir comme fonds de commerce. Alors, c'est ce monsieur-là qui, dans sa culture Tutsi, un Tutsi, une vache vaut 100 fois que la vie humaine. D'un Hutu? Oui, la vie d'un Hutu. Ok. Les Hutus, c'est-à-dire les Bantous. Alors, une vache vaut 1000 pygmées, les toits. Ok. Alors, c'est ça dans leur Parce concept. que le Rwanda n'a que 3 tribus. Oui. Dans le toit, les Tutsis et les Hutus. C'est ça. Okay. Dans la génétique des Tutsis, ils sont comme ça. Okay. Nous, les Bantous, nous avons notre façon, notre culture, notre façon de Nous avons l'humanisme avancé. L'humanisme est dans notre génétique. Et c'est le choc des deux génétiques, deux types de génétique qui s'affrontent. Et malheureusement, nous avons toujours tort de considérer que lorsque M. Kagame s'est mis en costume avec cravate et tout ça, donc c'est un monsieur recommandable, on peut s'asseoir autour d'une table, parler avec lui et tout ça. Mais lui, dans sa tête, il n'y a que le sang. En dehors du sang qui suit dans ses veines. Dans son cœur, il n'y a que le sang. Donc Kagame, c'est un sanguinaire. C'est un sanguinaire. Okay. Pour lui, moi, lorsque je vois le sang, ça me rébute et tout ça. Mais lui, quand il voit le sang, il peut prendre même puis lécher. Alors, et avec... Donc c'est un démon en costume. Je ne peux pas nier. Okay. Oui, je ne peux pas nier. Parce que quelqu'un qui a sur sa tête plus de 12 millions de morts, il a sur sa tête le massacre de ses propres concitoyens, mais il s'en sert allègrement comme un fonds de commerce. Il a entassé une montagne de caboches. Non, la génocide du Rwanda, vous pensez que s'amuse à montrer... C'était fait à dessein pour que Kagame se tire un peu des dividendes. Aujourd'hui, c'est prouvé. Aujourd'hui, c'est prouvé. Alors, mais c'est une stratégie qui a atteint ses limites. Lorsque on se trouve dans un contexte d'une culture, la fin d'une culture, qui se fatigue, qui n'a plus de ressources, on devient belliqueux. Okay. On devient, et c'est ça le syndrome que développe actuellement M. Kagame. Pour lui, l'accord tel qu'il a été signé là, bon, il n'a pas pris ça, parce que quelqu'un qui est habitué à piller, à tuer et tout ça, il n'a pas pris ça comme une donne qui pouvait lui permettre de redevenir fréquentable. Okay. Lui s'est dit, bon, je signe d'abord parce que je suis contraint, mais je rentre, je me comporte en bandit. Vous dites. Je me comporte en bandit, je prends les armes, je braque, et puis je m'impose, je prends des pans du territoire congolais, et on vient négocier, et à ce moment-là, il impose au Congo de négocier en position de force, de faiblesse. Et
C'est cela qui le nourrit. Moi, ça m'a fait mal quand vous traitez un président d'un pays frère des bandits. Avez-vous des preuves que Kagame est un bandit? Parce que lui s'est dit, les Congolais sont naïfs, hein, donc et les Congolais sont comme ça. Justement, les bandits ont toujours pensé que leurs victimes sont naïfs. En quoi Kagame est bandit? En quoi? En quoi il est bandit? Parce il que est bandit. Il est plus au sérieux. Même dans le Conseil des Nations, quand il parle. Quelqu'un qui signe à côté du président Donald Trump et de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il signe. Et moins d'une semaine après, il lance, ou bien tout en signant là, parce que vous avez vu une photo où il était. Ils étaient à trois, le président Tshisekedi avec un doigt pointé sur lui. Je peux avoir cette photo, M. Massounda, dans le bureau ovale. Oui. Où M. Tshisekedi lui pointait le doigt. Lui pointait le doigt. Alors, vous avez une interprétation de cette photo? Oui, l'interprétation, c'est que le président était en train de l'accuser, de prendre Donald Trump à témoin pour dire, pendant que nous sommes ici pour signer des accords. C'est cette photo donc. Voilà. Okay. Pendant que nous sommes ici pour signer des accords, M. Kagame, que vous voyez ici, est en train de tuer déjà. Parce qu'il y a eu carnage. Déjà. Il y a eu carnage sur l'axe Makobo, là, je crois, Camagnola. Donc, il y a eu carnage à plusieurs endroits. Et le président est en train déjà de tirer la sonnette d'alarme. Et voilà que ce monsieur... Il n'a pas eu tort, hein. Donc après les accusations, une semaine après, Kagame a envoyé ses troupes. Oui. Pour ne pas dire que en ce moment-là, il y a même des obus qui partaient du territoire rwandais pour tomber sur, sur le territoire. Il y a des civils qui ont été tués. Hein. Des civils qui ont été tués. Et c'est ce que le président est en train de dire à ce moment-là. Et le président Trump était déjà averti. Ce qui fait que Kagame a commis la grande imprudence de lancer ce qu'il a lancé là, l'attaque sur Uvira. Puis il y a 17 millions de soldats rwandais, selon la société civile d'Uvira. Oui, et le déplacement de ces troupes était suivi. Vous suivez. On a parlé d'abord de 5 à 7 000. Bon, ça c'est l'armée rwandaise. Ce n'est pas, non, l'armée rwandaise. 5 à 7 000 qui sont entrés, et c'est une grande force. Et notre armée n'a pas voulu combattre. Comment ça? Stratégiquement, engager des combats en pleine ville d'Uvira allait entraîner beaucoup de morts. Parce qu'il y a beaucoup de populations, donc des Congolais qui avaient fui Goma vers Bukavu, d'autres Bukavu, et s'étaient repliés vers Uvira. Et en tout cas, il serait irresponsable d'engager une guerre en pleine Uvira. Une armée responsable qui se respecte se replie. Ce repli stratégique, est-ce que ce n'est pas humiliant? Ce repli-là... Attendez, est-ce que ce n'est pas humiliant? Est-ce que ce n'est pas humiliant parce que d'autres voix s'élèvent, hein, Monsieur le Président ou les coordonnateurs de la société civile, en disant c'est comme si les Congolais c'est des sous-hommes. Pourquoi ces replis stratégiques? Est-ce que ce n'est pas fait à dessein pour que ces Rwandais prennent des terres, prennent des portions de terres, et aussi, à cause de ces replis stratégiques, le Rwanda massacre les civils. J'ai suivi des vidéos à Uvira où on a tué des gens. Donc vous acceptez de sacrifier le peuple parce que vous utilisez une stratégie qui semble ne pas produire de fruits. Je vais revenir par après à ce qui concerne notre armée. Ok. Parce qu'il y a aussi à boire et à manger dedans. Mais moi je considère que le fait n'est pas avoir engagé des affrontements en pleine ville était une bonne chose. Était une bonne chose. Parce que même moi, je ne donnerais pas ça. Mais l'attitude du Rwanda était prévisible. Et notre armée aurait pu s'y préparer bien avant. Aurait pu s'y préparer bien avant. Et également dans la projection. Parce qu'en stratégie, on protège sa frontière à partir de la bande frontalière
de pays voisins. Ok. Pour être sûr qu'on peut dormir sans crainte et tout ça, il faut maîtriser les frontières voisines. Ok. Il faut maîtriser les contrées proches de notre province, de notre frontière. C'est alors qu'on peut se sentir à l'aise. Et ça, c'est une stratégie que j'ai toujours conseillée à notre armée. C'est une stratégie que j'ai toujours conseillée à notre armée. Parce que ces frontières, telles qu'elles sont tracées là, ce sont des frontières bien sûr physiques, mais sur le plan social, la réalité est qu'il y a des familles de part et d'autre. Et lorsque il y a un conflit qui se développe, ça peut être un conflit communautaire, c'est-à-dire transfrontalier. Et il faut maîtriser tous ces aspects-là. Parce qu'il y a les étrangers qui ont acheté des parcelles tout au long de la ce sont des frontière. aspects qu'il faut J'ai même maîtriser. vu notre ministre des Affaires étrangères qui a interdit que les étrangers ne peuvent plus acheter des parcelles tout au long de la frontière. Malheureusement, Est-ce que c'était fait à dessein pour empêcher l'expansion des étrangers? Parce que Oui, notre loi parce que- privilégie les étrangers avec leurs droits de propriété. voilà, faudrait-il le faire de cette manière-là ou anticiper? Anticiper comment? Aujourd'hui, la science, la stratégie est très développée. Moi, j'ai accédé à des formations où, ça fait plus de 10 ans, où on se retrouve dans un exercice, grandeur nature, on vous dit, voilà, il y a un conflit qu'il faut résoudre. Et on détermine un État, on vous dit, voilà, un État qui a telle configuration, autant de population, les PIB, et, sa situation économique, et tout ce qu'on décrit, ses ressources minières et tout, on décrit tout ça. Et on vous dit, voilà, il est voisin à 4 ou 5 autres États. On décrit tous ces autres États-là, même leur configuration ethnique. On vous dit même qu'il y a des ethnies ou des tribus qui sont de part et d'autre la frontière. Et immédiatement, on vous dit, voilà, un conflit éclate. Ce conflit, c'est un mouvement politico-militaire ou politico-religieux qui est soutenu par qui émane d'une tribu. Cette tribu-là est part et d'autre, de part et d'autre de la frontière. Et elle peut bénéficier de l'apport de l'allégeance des autres tribus et tout ça. On vous définit tout ça. Et on vous dit maintenant, ce conflit s'est développé en conflit ouvert, c'est-à-dire en conflit armé. Et cette armée est avancée à même récupérer une portion du territoire du pays qui est au centre là. Et maintenant, il faut résoudre ce conflit. Pour résoudre ce conflit, qui sont les intervenants? On vous dit, il y a la diplomatie qui entre en jeu. Il y a l'armée. Il y a les renseignements. Il y a les gouvernements. Et dans cet exercice-là, on vous dit, devant maintenant, il y a même des implications des structures sous-régionales, des organisations sous-régionales. Et on vous dit maintenant, comme ce conflit a éclaté, on vous subdivise en groupes. Vous êtes le gouvernement du pays qui est attaqué. Ce groupe ici. Vous êtes ministre de la Défense. Vous êtes ministre des Affaires étrangères. Vous êtes vous êtes Premier ministre. Et maintenant là, quelle sera votre première action à mener? Et vous entreprenez. Donc on vous met dans une ambiance où on dirait un conflit réel. Et il y a des réunions qui sont organisées au niveau international, au niveau national. Et comment les armées doivent se comporter, quelles sont les directives qu'il faut donner, les consignes, ainsi de suite. On vous met
dans cet engouement-là. Et je me rappelle que lorsque je suis allé pour cette formation, je peux dire ce forum des leaders seniors, on devait partir avec le colonel Ouattou, je crois, il s'appelait Ouattou, qui était collaborateur du ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était le ministre Mouyej, non pas Mouyej, Kakez. Mais on lui dira en dernière minute, non seulement la délégation du côté gouvernemental ou institutionnel était réduite à une personne, et en dernière minute, on lui dit qu'il faut voir le visa de la présidence de la République, donc de M. Kabila. Et il a introduit la demande de visa et il a été bloqué. Jusqu'au moment où je suis arrivé à l'aéroport, je devais prendre Air France. Je l'appelle et dit non, je n'ai pas eu de visa. Donc j'ai atterri à Washington. J'étais seul et j'ai trouvé que la délégation rwandaise avait près de 8 personnes, dont certains généraux et tout ça. La délégation burundaise, presque autant, ougandaise, presque autant, et ainsi de suite. Même la délégation angolaise, qui était conduite dans un premier temps par l'actuel président, Joao Lourenço, c'est lui qui conduisait cette délégation. Et il y a eu beaucoup de choses à ce moment-là, dans cette formation-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et déjà, c'était, les États-Unis étaient en train de projeter leur politique, que ce soit militaire et autres, sur 50 ans. Sur 50 ans. Bon, on a eu des discussions, bien que je n'étais pas mandaté par les institutions de la RDC, mais on a eu des débats très violents avec les Rwandais et autres. Et c'est ce qui a fait que j'étais obligé de rester là-bas pour parler des autres aspects qui ont fait que, par après, les États-Unis ont même eu, à travers l'administration Obama, à avoir, à adopter la nomination d'un, comment on appelle, d'un représentant du président Obama dans les pays des Grands Lacs. Donc attaché directement, donc c'est-à-dire la présidence des États-Unis a dû nommer un représentant attaché et le conflit congolais, il les suivait de près. Donc cette question du conflit... Madame Bill Clinton, qui était ministre des Affaires étrangères, a lui-même se déplacé pour venir au Congo ici. Alors, et dans son discours, il a pu dire qu'on devait partir sur de nouvelles bases. Alors j'étais en train de vouloir dire que ces choses-là, c'est-à-dire on forme. Il y a des gens qui sont formés pour ce genre de conflits. Et lorsque je vois, il y avait des généraux rwandais qui sont même actifs aujourd'hui, qui ont accédé à ce genre de formation. De notre côté, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ont assisté à ce genre de formation. Mais il semble que c'était fait à dessein pour que le gouvernement ne laisse pas l'espace aux Congolais d'aller suivre ces formations pour être les derniers des autres, il semble. Voilà. Et tout de suite, en lisant la configuration même de l'exercice, c'était le Congo. On parlait du Congo. Et aujourd'hui, il y a des gens qui savent ce qu'il faut faire pour résoudre le problème congolais. Mais malheureusement, notre plus grande faiblesse, c'est quoi? Nous sommes là, chacun vient avec ses prérequis, ses connaissances et tout ça, on le nomme, il est là, mais il apprend tout. Donc vous déplorez que du côté de la RDC, on ne prend pas cette question au sérieux, il n'y a pas une bonne coordination, on prend les après-pristes, les gens qui tâtonnent, qui ne connaissent pas le fond de la question. Bon, des gens qui ont leurs connaissances, mais un peu limités. Mais limités, pourquoi? Parce que là, il s'agit d'une matière qui exige la cohérence et la maîtrise. Alors, M. Christophe Ngoy, parce que le temps nous fait défaut, mais c'est important, comment en finir avec le Rwanda? Parce que le Rwanda a des visées expansionnistes. Vous avez suivi Kagame qui a dit Goma Bukavu et entre ses mains. Vous devez tout simplement vous plier à ses besoins, remplir ses conditions, comme ça il va nous les remettre. Et c'était avant qu'il ait signé l'accord. Après l'accord, il continue. Et hier, je suis vu, il s'est moqué encore des Congolais. Il a dit que l'armée rwandaise a soutenu le M23 FC parce que les Banyamulenge ont fait appel à eux.
ils étaient maltraités au Congo, il ne peut pas laisser un peuple qui lui demande un soutien mourir. Est-ce que Kagame avait raison d'envoyer les gens au Congo pour aller sauver les Banyamulenge? Il n'a pas du tout raison. Son jeu est connu. Non, j'ai suivi Moïse Nyarugabo, un Munyamulenge qui a demandé l'aide, J'ai dit c'est un Munyamulenge qui a demandé de l'aide. Kagame a écouté peut-être. Moi, Moïse Nyarugabo, c'est un tout petit Rwandais. Mais parler de Banyamulenge, il n'y a pas une tribu Banyamulenge au Congo. Ça n'existe pas. Non, il s'appelle Munyamulenge. Et Kagame dit, il a entendu la voix de Banyamulenge qui lui demandait de l'aide. Lui, comme un Africain, il a aidé. Non, ça c'est une farce qui va finir bientôt. Pourquoi je vous dis ça? Retenez que dans la configuration de l'action américaine, il y a d'abord l'administration. L'administration, il y a également les multinationales. Les multinationales n'ont rien à voir avec la politique, rien à voir avec la diplomatie. Pour eux, c'est accéder aux minéraux. Les intérêts d'abord. Les intérêts d'abord, accéder aux minéraux, et puis structurer leur affaire, c'est faire des bénéfices. Quels que soient les moyens, il suffit que l'objectif soit atteint. Voilà. Et ces multinationales considèrent le Rwanda et M. Kagame comme un pion majeur, une source des revenus, parce qu'ils puissent des minéraux gratuitement. Lorsqu'ils apprennent que bientôt les choses vont changer, vont aller dans le sens où, selon l'administration américaine, pilotée par le président Trump, il faudrait faire maintenant des choses correctement, en toute transparence, en respectant les règles. Ils ne sont pas de cet avis-là. Mais malheureusement, ils ne passeront pas dans les médias pour vous le dire. Et ils vont passer en dessous là-bas, dire à Kagame, l'entêter, lui dire non, continue et tout ça. Mais entre-temps, le plus grand perdant dans tout ça, c'est Kagame lui-même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a sur son dos l'administration américaine. Je ne vois pas l'administration Trump aller jusqu'à ce niveau et puis se laisser berner par M. Kagame, même si ses propres multinationales sont en dessous. Il semble que les multinationaux, les Américains, ils sont plus forts que l'administration américaine. Oui, parce qu'ils imposent leurs lois. Les États-Unis, il y a des hommes plus forts que les institutions ils sont. Je sais, je le sais. Aux États-Unis. Et je sais que même à l'époque du président Obama, il s'en était plein. Il disait il y a des multinationales qui ont des lobbies. Ils cherchent même à inféoder l'administration. Ils peuvent changer de président, ils cherchent même à inféoder l'administration. Ça a toujours été leur propension. Mais avec Donald Trump, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est d'abord un affairé. Un homme d'affaires. Il connaît les milieux. Il connaît les milieux. Et là, lorsque j'ai suivi l'intervention de Mike Waltz au niveau des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a du sérieux. Il y a du sérieux dans ce qu'il a dit. Et je crois que, pour une fois, bon, je ne veux rien anticiper, pour une fois, les États-Unis ne vont pas accepter l'espièglerie de M. Kagame. Ils ont toléré ça depuis longtemps. C'est une humiliation de la part de Kagame. C'est une humiliation Kagame s'entête après la signature de paix. Mais pour le président Trump et l'administration Trump, c'est une humiliation. Alors, Kagame est perdant. Est perdant parce que ce qu'il a lancé là, mettons de côté l'implication des États-Unis d'Amérique. Prenons notre propre armée. Parlons-en. Lui, il est sûr de l'infiltration qu'il a opérée au niveau de notre armée. Pourquoi? Parce que la plupart des grades dont disposent ou détiennent nos généraux et officiers et tout ça, procèdent de lui. Et nombreux lui en sont reconnaissants. Ah ouais. Parce qu'il le dit, c'est lui qui nous a donné le grade, bien que Tshisekedi nous a nommés. Et moi, je pense que c'est une donne qui va changer très bientôt. Vous êtes trop des futuristes, il faut agir. Pas des futuristes. Le sang coule. Très bientôt, c'est-à-dire, même en ce moment, il y a des choses qui sont en train d'être bousculées. Il y a des plans qui sont d'être échafaudés. Nous ne sommes pas dans une démarche linéaire. On est là. Ce qui était linéaire, c'était quoi? Comme on a signé les accords, on comptait sur le bon sens des uns et des autres.
Mais il y a quelqu'un, un bandit qui est belliqueux, qui lui ne comprend pas de cette oreille-là. J'ai suivi d'autres personnes qui disent que Kagame a été piégé pour montrer aux États-Unis que Kagame a violé l'accord. Vous piégez Kagame, les États-Unis non, mais les morts alors? Non, vous avez sacrifié ces morts pour... Il s'est piégé lui-même. Mais moi, je crois que notre armée, qui est une grande armée, qui a des vaillants militaires, qui a juste son tendon d'Achille, c'est quoi? Le commandement. Le commandement. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au niveau de l'état-major. Il n'y a pas l'imposition du principe des résultats. Là, je m'adresse au président de la République. Il n'y a pas l'imposition du principe des résultats. Du principe des résultats. Quand vous nommez un général ou vous lui donnez des postes de responsabilité ou des zones, il faut qu'il y ait des résultats. Oui. S'il n'y a pas de bons résultats, vous le changez. Mais on ne change pas les gens dans l'armée. On ne change pas les gens dans l'armée comme on veut. Hein. Il y a des stratégies qui prennent des temps pour être mûries. En plus, lorsque on a une équipe qui vous conseille, qui vous présente des gens, des individus, parce que vous ne les connaissez pas. OK? Mais s'il n'y a pas de résultats, même nous, population, maintenant, là, nous sommes exigeants. Nous sommes exigeants. Le commandant de cette région militaire-là, il y avait à un certain moment Kassita, qui on connaît ce qu'il a fait un peu ailleurs. Et on le nomme là-bas. Il a été même rejeté par la population. Mais le pouvoir s'est entêté, il semble que vous l'avez... Le pouvoir s'est entêté, nous l'avons dit dans vos médias ici. Oui, vous étiez content. On l'a enlevé, mais c'est pour amener un autre encore. Toujours les gens qui viennent d'une même source, le RCD et tout ça. C'est-à-dire qui ont des ramifications et puis une filiation. Alors qu'il y a des combattants sur place qui, depuis toujours, tiennent en respect tous ces Rwandais-là. Ici, je peux parler, par exemple, du général William Yakutumba. Ah, William Yakutumba, oui. Oui, il était au jusque peu avant l'attaque des choses. Mais voilà qu'on le déplace pour l'envoyer vers Fizi, là-bas. Et Uvira reste vide. Une fois Fizi, Uvira tombe. Est-ce que c'était faire des sangs? Qui change les gens? Qui change les gens? Qui influence les décisions auprès du chef de l'État? Est-ce que le chef ne connaît pas les milieux? Les chefs gobent tout ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il ne peut pas écouter aussi l'oreille un peu dans l'informel? Parce que tout ça, il n'y a pas de mauvais collaborateurs, il n'y a que de mauvais chefs. C'est long, un dicton. Ou jamais, depuis 48 heures, je suis sous pression. On demande que je fixe une date que la population se met dans la rue. Et, mais avant de faire ça, je dis, bon, nous sommes dans un contexte où il y a des partenaires. La grande majorité veulent cibler ces partenaires-là. Où il faut aller manifester devant l'ambassade des États-Unis, il faut tout ça. Alors, moi, j'estime... Ils doivent entendre, écouter la voix de Congolais, il semble qu'ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites, imposteurs. Ils l'ont compris. Et ils vont agir, je suis certain. Mais entre-temps, nous devons, et maintenant là, nous sommes très exigeants vis-à-vis de notre armée, dont le président de la République est le commandant suprême. Excellence, Monsieur le Président, votre peuple maintenant exige des résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de morts. Si ce sont de mauvais stratèges, vous les enlevez. Vous les enlevez, vous nommez. Il y a des jeunes qui ont été formés. Tous ces généraux-là, un général n'a pas sa place au front. Par principe. Les généraux, c'est l'état-major. Au front, trouvez des colonels, des capitaines. Tous les autres, c'est eux qui ont le travail à faire au front.
Vous allez envoyer quelqu'un qui est au fond déjà de lui-même physiquement. Il ne peut pas supporter un engagement. C'est-à-dire une attaque ou un repli. Il ne peut pas supporter ça parce que de lui-même déjà physiquement, il a un ventre. Les généraux essoufflés, ils ont des problèmes de santé, ils ne peuvent pas courir 5 minutes. Qu'est-ce qu'il va faire au fond? Garder là l'état-major, garder les structures de stratégie, de planification. Okay. La logistique. Vous allez constater que si Uvira, nos militaires n'ont pas voulu vraiment combattre à Uvira, il y a eu un problème de logistique. Okay. Et ça, c'est fait sciemment. Le Ouazalendo, à un certain moment, vous avez entendu à Uvira qu'il y a eu des coups de feu nourris pendant toute une journée. Les Ouazalendo affamés ne recevaient plus à manger. Okay. Ils sont allés là où les refoulés ou les déplacés reçoivent la nourriture au niveau des PAM et aussi soit aller demander la nourriture. Oh là là. On leur a dit non, ça ne vous est pas destiné. Et en réaction, il y a eu des échauffourées et c'était des coups de feu un peu partout. Et ça, c'est dicté par quoi? C'est la conséquence du manque d'encadrement logistique. Bon, il semble que ça a envoyé, on donnait tout, mais il y avait des généraux qui détournaient. Mais il ne suffit pas de donner. Il ne suffit pas de donner, il faut suivre. Il faut suivre jusque sur place. Le Burundi est juste à côté là. Vous pouvez prendre un avion, vous allez descendre dans toute sécurité au Burundi. Là, je m'adresse à nos responsables. À nos responsables, aussi bien militaires que civils, au niveau du gouvernement. Et puis, au niveau du gouvernement, nous ne pouvons pas avoir un gouvernement qui se comporte comme si nous étions en temps normal. Ou bien tout simplement parce que la guerre se tient à plus de 2000 km, qu'ici à Kinshasa. Non. Les gens disent d'ailleurs, qu'il y a un problème de casting. On prend, je ne connais pas la formation du ministre de la Défense. Il semble que c'est un infirmier et vous avez un journaliste, vous le mettez dans un secteur purement stratégique. Est-ce que ce n'est pas les règles de casting, ça aussi? Je ne sais pas trop, mais les gens pensent que on a mis des gens... Je ne veux pas parler des gens, des personnes. Non, je parle de la fonction. Je n'ai pas cité le nom. Des moments où l'autorité suprême trouve qu'il n'y a plus des gens en qui il peut faire confiance. Il n'y en a plus. Mais Jean-Pierre Bemba est là, il fallait le remettre. Il s'appuie sur des gens dont il est sûr. Peut-être qu'ils n'ont pas la formation requise, mais il s'appuie sur des gens qui lui sont loyaux et puis sûrs. Ça, c'est une réalité. À la place de la compétence, on privilège la loyauté. C'est parce que notre système politique tel qu'il est là maintenant ne nous permet pas de faire face à la crise que nous avons. Notre système politique. Mais prenons des spécialistes dans chaque secteur. Un gouvernement de crise, un gouvernement de combat, on réduit un peu le prérogatives et puis on se décide. Nous l'avions proposé, nous avions même proposé un ministère en charge de la guerre. Tant que ce pays sera riche, tant qu'il sera riche avec tout ce que nous avons comme ressources, nous serons toujours convoités. Alors, la menace va toujours exister. Et il faut institutionnaliser la résistance. Il faut anticiper. Avoir une capacité de dissuasion. Un ministère qui est en charge de la guerre avec des unités rompues à la guerre. Donc, avoir une armée dissuasive. Mais lorsqu'on prend tous les jeunes qu'on forme ici, qui sont bons, qui reçoivent une bonne formation, on va les mettre les verser dans un monde de traîtres. Dans une structure pleine de traîtres et ils sont désactivés. Alors, Monsieur Christophe Ngoy, nous chitons avec vous. Regardez la caméra, mais la dernière question. Les gens veulent avoir votre réaction à chaud. Nous avons suivi un ancien journaliste, un ancien député national qui était dans l'Assemblée pour la République, Monsieur Daniel Safou, qui s'est déclaré de Sauvons le Congo et qui a soutenu directement l'AFC. Donc, Mbosso avait raison quand il disait, chers collègues, quittez les groupes armés. Il y avait des traîtres ici et de l'autre côté, dont les Congolais de mauvaise qualité, ils étaient partout. Bon, là je peux dire que malheureusement pour nous,
en tant que société civile, maintenant je vais parler pour dire que l'activité politique, qui est également une thématique purement société civile, mais malheureusement qui a été accaparée par un groupe d'individus, peut-être sans prérequis, et qui se pavantent pour dire qu'ils sont politiciens. Ok? Pour eux, la politique, c'est une suite de parades mondaines, sans valeur de base, tout simplement dictée par l'autosatisfaction. Et ces gens, une fois qu'il est en carence, il délire, il entre dans une phase de délire. Okay. Il ne se contrôle plus, il ne sait même plus ce qu'il fait. Et moi, je n'aimerais pas passer mon temps à discuter de ces gens-là. Pour des fistrés, les gens qui ont été fistrés sur le plan politique, non, les Franck Longo, les gens qui ont nouveau Mba, ils sont très nombreux, hein, de fistrés. On vient de tuer Magloire. Tous, ils seront tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un moment à l'autre, ou l'autre, à critiquer, à indexer ce conglomérat-là. Ce conglomérat d'aventure. Oui, donc, ils ont les arriérés dans les passés. Ils ont qui vont les rattraper. Merci, M. Christopher Ngoy, d'avoir répondu à notre invitation. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit 30 secondes? Oui, c'est dire au peuple congolais que d'abord nous inclinons sur le sang qui ne fait que couler. Appeler le peuple congolais à la résilience. C'est très difficile à supporter. C'est très difficile. On ne dort pas. Mais on ne peut pas désarmer, c'est-à-dire nous décourager. Si nous décourageons, si nous désarmons, c'est-à-dire nous acceptons d'être colonisés par les Rwandais. Même Mosé Kabila l'a dit. Ce qui arrive ici, c'est la colonisation. Et je ne pense pas que même ceux qui confondent le terrain, ils engagent des débats motivés tout simplement par la dualité politique. Opposition, pouvoir et tout ça, qui s'est dit. Nous ne sommes pas sur ce terrain-là. Nous sommes face à une entreprise qui a pour objectif de nous coloniser et de nous exploiter jusqu'à la moelle épinière. Merci. Et maintenant, là, nous devons résister. Et il appartient à chaque Congolais. Même là où notre armée ne peut pas, nous, peuple, les Ouazalais, là, sont des patriotes comme nous. Merci. Et nous devons nous organiser à pouvoir résister. Merci. Et également, nous devons être exigeants. Dans les tout prochains jours, nous allons revenir sur ça. Merci, M. Christopher Ngoy Mutamba. Je précise que vous êtes coordonnateur national de la société civile en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Merci à vous, chers Congolais. Cette émission est déjà en direct sur nos plateformes au Centre TV, Delcas TV, sur Facebook au Centre TV, sur TikTok au Centre TV, Delphin Kassongo, et sur Twitter, Delphin Kassongo. Prenez le numéro qui est là, appelez-nous si vous voulez adhérer dans notre nouveau mouvement que nous avons créé, Défendons les Congos, sur base de l'article 63 de la Constitution. Les mouvements État politique, nous avons besoin de tous les Congolais, car cet article dit tout Congolais a le devoir et l'obligation de défendre son intégrité territoriale face aux menaces extérieures. Donc tout Congolais, quel que soit votre rang, votre niveau, vous pouvez défendre le Congo. Défendons d'abord le Congo, les individus vont passer, le Congo va rester. Et notre RDC est possible. Un grand merci à Maître Oscar, l'initiateur de ce mouvement. Au revoir.